Merci d'avoir accepté de partager avec nous sur la thématique du Québec, la trajectoire qu'on mène, les défis qu'on doit rencontrer. Je vous avoue que je suis à la fois très heureuse de vous rencontrer, intéressée à vous entendre et un peu nerveuse quand même d'être assise à côté de vous, d'avoir l'occasion d'échanger. C'est réellement un privilège. Merci pour ça. On va se parler de 3 thèmes et par la suite, les gens en salle, si vous avez le souhait de poser vos questions, ça nous fera plaisir. On veut vous entendre sur comment ça va au Québec présentement, le rôle du gouvernement, et on terminera en regardant vers l'avant. Si on se projetait 50 ans plus loin, le Québec ressemblerait à quoi? Mais d'abord, une question, je ne sais pas si elle est facile, là, mais comment on va? Comment ça va, le Québec, actuellement, sur le plan économique? Monsieur Landry. Ça va mieux que dans bien d'autres endroits du monde. C'est un Syrien qui m'a dit ça de Sainte-Catherine à Montréal la semaine dernière et j'ai pensé qu'il avait totalement raison. Il était mieux sur la rue Sainte-Catherine que dans son pays d'origine. Je voudrais faire une petite remarque sur l'introduction qui avait une dimension militaire. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que j'ai une commission d'officiers dans l'armée canadienne et que mon matricule est TD 60555. Et que ma jeunesse a commencé dans ce charmant endroit qui s'appelle Valcartier. Et ce qui est peu connu, c'est que la moitié et un peu plus des membres du gouvernement Lévesque avaient des commissions d'officiers dans l'armée canadienne. Ça ne vous surprendra pas si je vous dis que Jean Garon était dans l'intendance. Et il y en avait de toutes les... Moi, c'était l'infanterie, évidemment, 83e bataillon d'infanterie. Et l'évêque lui-même, lieutenant dans l'armée américaine. Alors, ça faisait une jolie table. Mais nous étions tous pacifistes. L'armée nous avait rendus pacifistes. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Et j'ai un défi qui me... Je suis habitué aux défis, aux questions, aux objections, mais là, qui en est un immense défi. Il y a dans cette salle le meilleur économiste contemporain du Québec, Pierre Fortin. Jusqu'à il y a quelques années, je disais un des meilleurs parce qu'il y avait Jacques Parizeau. Il est décédé. Heureusement qu'on a gardé Pierre, qui joue un rôle déterminant dans la conception intellectuelle de l'économie québécoise. Il nous rend de très grands services. J'aime l'entendre parler et j'aime lire ce qu'il écrit. Surtout que souvent, nos idées convergent. Alors, ça va bien. Bon, alors, c'est des questions, si j'ai bien compris. Oui, mais merci pour l'introduction. Monsieur Landry, avec tout ce que vous voyez à travers le monde depuis plusieurs années, comment on va, le Québec? Est-ce qu'on est en bonne posture sur le plan économique? Est-ce qu'on a des forces qui nous permettent de se démarquer actuellement? Comment vous nous percevez? Si on se compare au reste du monde, ça va plutôt bien. Même au reste du Canada. Vous avez remarqué que le pouvoir d'achat des familles québécoises a dépassé celui des Ontariens il y a quelques mois. Alors, c'est pas rien. Et Je m'excuse de vous interrompre, M. Landry. On me dit qu'en salle, on ne vous entend pas. Alors, il faudra probablement apporter le micro très près de votre bouche et devant, là. Quand je vais raconter ça en Ontario, ils ont un regard un peu désolé. L'économie du Québec est beaucoup plus variée que l'économie ontarienne et maintenant, le niveau de vie a fini par suivre. Pendant des années, notre taux de chômage était humiliant et aujourd'hui, c'est pas nous qui avons le taux de chômage humiliant. Surtout qu'on est dans la ville où il y a le plus bas taux de chômage au Canada, notre belle capitale nationale. Alors, le Québec se débrouille plutôt bien. Dans le monde, on a fait des choses fabuleuses. Le Québec est le 3e avionneur civil au monde. Les grandes villes d'aérospatiales, c'est où est Boeing, évidemment, qui nous fait des ennuis assez peu respectables depuis quelques années, Toulouse en France et Montréal.
Montréal, troisième ville pour l'emploi dans l'aéronautique civile au monde. Ce n'est pas rien. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'économie du Québec, c'est-à-dire il y a très longtemps parce que je suis né avec cette passion, notre industrie, c'était textile, vêtements, chaussures, bonnetterie, meubles. C'est ça que j'ai connu quand j'ai commencé à regarder. Bonnetterie, c'était quoi? Les chapeaux pour les femmes. Alors aujourd'hui, les femmes sont obligées d'avoir des chapeaux pour aller à l'église. Aujourd'hui, là, il y a encore des chapeaux, mais beaucoup moins qu'avant. Alors, on a fait un sacré bout de chemin. Le Québec est rendu, on pourrait dire, à peu près la 30e puissance économique au monde. C'est pas rien, avec 6 millions d'habitants. Surtout qu'on a eu quelques malchances qui nous a fait perdre la moitié de notre population. Nos colonisateurs britanniques se sont trompés dans leur choix. Ils ont choisi pour le Sud, dans la guerre de sécession américaine, et c'est les Yankees qui ont gagné, évidemment. Ça n'a rien à voir avec le baseball. Résultat, la frontière s'est refermée. On avait le libre-échange avec eux. On l'a perdu. Il y a des villes qui ont été bousculées invraisemblablement. Salaberry-Valleyfield, Saint-Hyacinthe, Saint-Georges-de-Beauce. On a perdu la moitié de notre population. Si cette saloperie n'était pas arrivée, on aurait eu en même temps Céline Dion et Madonna. Les deux sont d'origine québécoise, mais malheureusement, Madonna, on l'a perdu. Monsieur Landry, est-ce que ce qu'on a vécu là historiquement nous a pas donné un élan de créativité? Là, je me tournerais, si vous me permettez, vers Monsieur Doré, Denis, qui est avec nous. Oui. Simplement pour l'entendre quelques mots d'entrée de jeu. Oui, on doit se partager le micro. Puis je m'excuse, c'est pas simple, hein, je pense, le son en salle. On va tenter de parler le plus fort possible. Denis, votre perspective de comment ça va au Québec et à travers cette lorgnette-là de ce qu'on a pu vivre au fil de l'histoire, peut-être, qui a été un élan pour notre créativité. Vous êtes là-dedans, là, dans le jeu vidéo, la création, les arts, les divertissements. Ben oui, j'avais le... Je ne sais pas si ça sonne correct. J'essaie de parler fort, même sans micro. J'allais un peu répondre tantôt en pointant justement la présentation que M. Fortin a faite pour ceux qui étaient là ce matin. Moi, ce que j'ai vu, c'est que visiblement, on avait fait un beau rattrapage, en tout cas, selon ce que vous avez présenté depuis la Révolution tranquille pour en arriver à aujourd'hui. Mais en même temps, ça m'a un petit peu amené vers un peu à conforter la vision que j'avais qui était « et si on le refaisait ». J'ai comme l'impression que ça nous a amené à se rattraper, mais que là, on est face à un terrain de jeu qui est mondial. Puis mon impression actuelle, c'est qu'on s'est donné des bonnes bases, des bonnes fondations pour être où on est économiquement, socialement, mieux d'enseignement et tout ça. Mais ma perception des 50 prochaines à venir, c'est que le terrain de jeu s'est agrandi. On est à l'international, on a une nouvelle façon, des nouveaux joueurs, une nouvelle façon de faire l'économie de demain. Puis, à partir de là, je me pose des questions sur la manière dont on l'aborde. Est-ce que réellement la manière dont on l'a abordé dans les années dernières nous permet d'attaquer ce bout de chemin-là avec efficacité? J'ai des gros points d'interrogation. J'ai l'impression qu'on n'est pas en train de prendre à plein corps, si on veut, la révolution qu'on nomme la révolution numérique, avec une révolution de notre façon de faire, de nos institutions, de notre manière de mettre ensemble, entre autres, que ce soit les maisons d'enseignement notamment, parce qu'on a besoin de fortes têtes pour réussir cette révolution-là. Fait qu'on a des beaux acquis. Moi, je suis comme crinqué pour faire le prochain pas, puis j'ai l'impression que ça ne s'articulera pas tout à fait de la même manière. Fait que c'est un petit peu à travers ça que je vois l'intérêt de se rallier autour d'un projet qui peut être extrêmement stimulant. Puis en politique, on parle beaucoup qu'une grosse strate de jeunes. Moi, je suis déjà plus dans les milléniums, là, je ne suis pas, je n'ai jamais été en fait. J'ai 44 ans, donc je suis un peu entre les deux, mais je vois toute une gang de jeunes qui s'intéressent à vouloir changer le monde, à lancer des entreprises plus que jamais. Comment les rallier dans un projet collectif, un projet même politique? Moi, je me dis un super beau momentum à travers justement la refonte de nos institutions peut-être qui supportent ça, mais aussi notre rapport avec l'enseignement, notre rapport avec le fait que c'est des entreprises mondiales, c'est des verticales de niche. Il y a plein de choses super stimulantes. On manque de temps, en fait, pour le faire. Moi, c'est ce que je vois. Oui, merci d'être avec nous parce qu'il me dit, le matin, quand je me lève, il y a tellement de choses que j'ai le goût de faire. Mais merci d'avoir accepté de prendre quelques heures avec nous autres. Dans le contexte où il y a des choses qui doivent peut-être changer, qu'est-ce qu'on a fait de bien dans les 50 dernières années en termes de
d'éléments structurants pour le Québec, pour favoriser l'essor de nos entreprises. Qu'est-ce qu'on a fait de bien, puis qui est là, puis qu'on doit se servir? Je pense que ça ne demande pas une grosse réflexion pour répondre à ça. Il y a un très grand Québécois qui a joué un rôle fondamental dans notre destin et qui s'appelle Paul Jurin-Lajoie. C'est l'éducation qui nous a sauvés. Et c'est l'éducation qui nous sauvera encore. Quand je suis arrivé à l'Université de Montréal, il y a de nombreuses années, là, le Québec avait le plus bas niveau d'éducation des pays développés. On était au niveau du Portugal à peu près. Aujourd'hui, nous avons le plus haut. Et quand on regarde la qualité de cette éducation, le succès de nos étudiants en mathématiques et dans toutes sortes de disciplines, on se rend compte que c'est ça la révolution. C'est ça qui nous a sauvés. Et quand j'ai pu faire venir à Montréal l'industrie du jeu vidéo, et Montréal domine le monde dans le jeu vidéo, puis on en a même exporté au quartier Saint-Roch à Québec, pourquoi est-ce qu'on a pu faire ça? Demandez aux gens d'Ubisoft, ils vont vous le dire. Nous avons trouvé ici des jeunes bien formés, intelligents, qui sont des Nord-Américains et des Européens en même temps. Alors, les subventions jouent un très grand rôle, c'est vrai, mais subvention ou pas subvention, si on n'avait pas eu cette main-d'œuvre ultra qualifiée, on ne dominerait pas le monde dans le jeu vidéo. Et quand on est dans le jeu vidéo, on est au bord de l'intelligence artificielle, comme vous savez. Et je pense que le Québec peut se garder une place fantastique dans l'intelligence artificielle, qui est un des grands défis contemporains. Alors, j'ai plutôt confiance. Et puis, j'en rencontre un très grand nombre par semaine de ces jeunes. Et j'ai confiance en eux. Il y a des petites dérives, des fois. Ils disent, nous, on est des citoyens du monde. Hey, hey! Est-ce que tu payes tes taxes au monde? Est-ce que ton système de santé vient du monde? Non. Les nations sont une composante déterminante de ce qu'on appelle la mondialisation et peuvent en faire un équilibre dans des organisations internationales. Alors, je ne veux pas faire de politique trop partisane, mais je n'aime pas que le Québec soit une simple province d'une autre nation. C'est pas au Conseil de la Fédération qu'est notre place. C'est aux Nations unies et dans toutes les organisations internationales, économiques en particulier. Mais pour le reste, on fait une bonne bataille. La conjoncture est tout à fait acceptable. Je ne veux pas être partisan, mais on ne peut pas dire que notre gouvernement, que je n'aime pas à tous les aspects, a paralysé le développement de notre économie. Soyons au-delà de la partisanerie. Le Québec se tire bien d'affaires et j'espère que ça va continuer. Merci, M. Landry. Puis vous évoquez la qualité des talents qu'on a à Québec, à Montréal, au Québec et qui fait la force des entreprises qu'on a et qui vont continuer de grandir. Comment on fait, Denis, pour faire face à des ambitions que vous avez, avec les talents que vous avez, puis le potentiel de marché, dans un contexte, on se le dit toujours, où est-ce que il y a pénurie de main-d'œuvre, les talents, on les cherche, on veut les garder ou on veut les amener de l'étranger. C'est quoi les enjeux? C'est quoi les pistes de solutions? Comment on vit ça dans votre industrie? C'est un enjeu, ça, c'est sûr, majeur pour tout le monde. Je pense qu'à Montréal, c'est collision frontale encore pire là, que nous autres à Québec. Donc, il y a une partie de réponse là-dedans pour moi. Moi, mon impression, c'est qu'il reste des super bonnes têtes qu'on peut mettre à contribution dans l'économie qu'on tente de créer, l'économie de demain. Mais pour ça, il faut entre autres se tourner encore plus vers les régions. Ça, c'est mon petit côté un peu plus régional qui parle, mais en même temps, c'est une logique qui est là. On a des gens en région qui peinent actuellement à préserver des emplois un peu basés sur une économie qui était plus florissante dans le passé, qui a été des piliers structurants pour les régions. Puis on a une conversion qu'on peut faire vers cette nouvelle économie-là avec des cerveaux à venir qui sont disponibles. La preuve, c'était ce que vous avez mentionné tantôt, l'annonce, entre autres, de Ubisoft qui dit « Bon, ben, je suis d'abord à Montréal, ensuite à Québec, maintenant je suis au Saguenay ». Il y a une raison pour ça, c'est main-d'œuvre puis maison d'enseignement qui est liée là-bas. Donc, c'est un nouveau bassin. Maintenant, c'est à voir comment on convertit cette impulsion de base-là, qui est Ubisoft qui vient s'établir dans un domaine, qui est le domaine numérique, du divertissement, mais il y en a plein d'autres qui sont liés au numérique. La révolution numérique n'est pas seulement autour de ce qui est
principalement un bien numérique. Il y a plein d'entreprises aussi plus traditionnelles qui peuvent se transformer dans des verticales, comme je disais, parce que le monde est rendu un marché pour la plupart. Donc, comment on fait pour saisir cette occasion-là qui est d'ajouter beaucoup plus de notre force de frappe globale en région notamment, qui viennent contribuer à cette économie de demain-là? C'est un des premiers trucs à faire. Oui, on a parlé qu'il y avait l'immigration, donc à accélérer la venue de cerveaux extraordinaires chez nous. Ça répond à une partie. On a des enjeux de rétention, d'intégration des gens chez nous, puis il y a une limite à ce qu'on peut faire plus vite. Mais moi, je suis convaincu aussi qu'à travers ça, bien, il n'y a pas que la notion d'avoir des travailleurs pour améliorer la qualité de vie puis le produit intérieur brut par habitant. Et on a parlé de productivité, puis ça a été un peu une des notions qui a été mentionnée ce matin, mais on passe vite dessus. Mais en bout de ligne, on parlait de l'exemple du Japon. Je ne me souviens plus qui a parlé du Japon qui était en santé ce matin, qui disait, écoute, il n'y a pas plus de travailleurs en ce moment, mais ça va bien l'économie là-bas quand même. Est-ce qu'on peut faire mieux et beaucoup plus amener de valeur pour chaque heure qu'on travaille? C'est aussi une clé. Puis moi, je pense que dans la propriété, il y a quelque chose qui se cache là d'important, c'est-à-dire comment on transite d'une économie numérique qui est un petit peu d'une première étape où on travaille pour des grandes compagnies qui sont venues s'installer, qui prennent le talent ici, c'est parfait. Mais comment on essaime, qu'on devient propriétaire aussi de nos créations originales, de nos brevets, de nos trucs à nous. Ça a été une super école. Maintenant, comment on fait des entreprises de chez nous, comment on crée de la valeur à long terme. Avec le même nombre de personnes, on va générer beaucoup plus de bénéfices pour notre nation ici, puis le réinvestir dans nos choix. C'est aussi une façon de faire plus avec moins de gens. Parce que comme on l'a dit ce matin, on n'aura pas baby-boom demain matin non plus, puis on a des gens à faire vivre qui vivent de plus en plus longtemps, puis on veut les garder heureux et en santé le plus longtemps possible. Là, vous soulevez des questions qui sont vraiment intéressantes. En même temps, c'est quoi les pistes de réponse avec lesquelles vous travaillez? Ou encore, est-ce qu'il y a d'autres industries au Québec qui ont vécu ça un peu avant celles dans lesquelles vous êtes actifs et qui peut nous inspirer par rapport à ces développements-là? Peut-être un mot rapide pour ce qu'on tente de faire, c'est entre autres accélérer, si on veut, le lien privé et public dans l'enseignement. En fait, l'enseignement qui forme des têtes, pour moi, il ne faut pas non plus dénaturer ce que c'est. Une maison d'enseignement à tous les niveaux, mais c'est aussi former des citoyens, des gens qui ont de la créativité. On parlait de créativité tantôt, mais c'est pas une barrière à l'entrée. Créativité, tout le monde peut être créatif dans le monde. Là. Puis je pense que quand on côtoie les gens, puis on est partout à l'international, on se rend compte qu'il y en a des gens qui ont des idées extraordinaires. Comment on va les exécuter? Comment on va transformer ça en affaires? Comment on va l'entretenir? C'est aussi par des gens qui s'intéressent à plein de choses en dehors de ce qu'ils font au day-to-day dans leurs trucs très spécifiques. La surspécialisation, ça tue aussi cette créativité-là. Donc, les maisons d'enseignement sont là pour former des citoyens, des têtes et tout. Puis nous, dans le milieu d'affaires, on a aussi à faire le lien, à accélérer notre capacité des savoir-faire techniques et précis, donc de sélectionner nos meilleurs, nos leaders, nos piliers sur lesquels on va bâtir nos entreprises. On investit du temps, de l'argent à créer ces petites écoles-là, qui sont des écoles plus spécifiques, techniques, en lien avec les maisons d'enseignement. Ça, il faut en faire plus. Puis il faut peut-être être soutenu encore plus au niveau du gouvernement pour créer non seulement un crédit d'impôt, ça c'est une chose. Maintenant, c'est quoi les nouveaux outils pour créer de la propriété, accélérer la capacité d'avoir une main-d'œuvre spécialisée chez nous, qui est notre demain, en fait. C'est une des idées. Là. Il y en a plusieurs sur la table que le monde discute. Là. Pas facile l'une et l'autre. Bien, merci pour alimenter la réflexion avec ça. Monsieur Landry, vous voyez ça comment, les pistes pour aider des industries comme celle des arts numériques à se développer? Est-ce que dans les grandes institutions qui ont été créées dans les dernières décennies au Québec, vous y voyez là des clés? Bien, je pense qu'on a été exemplaires. Nous avons été exemplaires dans ce domaine avec les jeux vidéo, par exemple. Et on a vu qu'il y avait une convergence politique totale. Il y a eu un article dans Le Devoir dernièrement où les libéraux et tous les autres, tout le monde était d'accord avec le fait que nous avons fait naître ici à Montréal et à Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean une domination du jeu vidéo dans le monde qui est tout à fait connectée à l'intelligence artificielle. Alors, c'est ça qui va nous sauver si on continue sur ces voies non seulement prometteuses, mais qui nous ont donné beaucoup d'avantages aujourd'hui. Ubisoft, savez-vous combien ils gagnent, les jeunes qui arrivent là? Leur premier emploi de leur vie, 80 000 par an. On leur enlève la moitié en impôts, bien entendu, et ça fait partie de leurs avantages et des nôtres. Alors, je ne suis pas pessimiste sur le destin du Québec. En plus, on a des cadeaux de la nature et il ne faut pas les regarder de haut. Pendant longtemps, on a été une économie de richesse naturelle
Mais aujourd'hui, on a 40 000 mégawatts hydrauliques. On produit de l'énergie dans des dimensions grandioses, sans émanation de gaz à effet de serre. Normalement, si nos stratégies sont bien calculées, on devrait faire venir ici toutes les entreprises du monde qui sont hautement consommatrices d'énergie. Et il y en a de plus en plus, et les prix n'ont pas tendance à baisser ailleurs. Alors qu'ils viennent ici, on les attend. Nos voisins ontariens, par exemple, là, ils ne sont pas capables de mettre à jour leur centrale nucléaire. Les prix sont faramineux. Alors, moi, si j'étais ontarien, je me ferais des amis au Québec. Et j'espère qu'ils vont comprendre. Et ainsi de suite. Alors, on a des beaux avantages. Et puis, les richesses naturelles, ben, c'est pas rien non plus. Là. Les mines sont encore là. En Abitibi, là. Ils sont très contents quand ils découvrent un gisement d'or. Et puis, il y en a encore au Québec. Il y a même des métaux très, très rares que nous avons, le lithium en particulier. Même les Chinois ne veulent pas en vendre parce qu'ils ont fait monter les prix, ce qui est bon pour nous. On m'indique qu'il me reste quelques minutes avant de se tourner vers les participants dans la salle s'ils souhaitent vous poser des questions. Ma question de la fin, si on se projetait 50 ans plus tard, on est en 2067, est-ce que vous avez des espoirs pour le Québec? Quels sont les créneaux dans lesquels on va le plus se développer? Ce sur quoi on devrait miser dans les 10-15 prochaines années pour arriver à tirer notre épingle du jeu? Comment vous voyez l'avenir? Tous les lundis, je vois l'avenir. J'enseigne à l'UQAM, j'en ai 220 dans ma classe. Et je vois leur regard quand ils enlèvent les yeux de leur ordinateur, là. Et j'ai confiance. J'ai confiance en eux. Ils sont optimistes, ils sont intelligents, ils sont créateurs. Et je pense que l'avenir va pouvoir se jouer aussi bien que le passé des 50 dernières années. J'enseigne beaucoup en Afrique en particulier, puis je leur dis, regardez ce qu'on a fait au cours des 50 dernières années. Si on a fait ça, l'Afrique est capable de monter vite. D'ailleurs, ils sont en montée actuellement. C'est encourageant ce qui se passe en Afrique. Oui, tout à fait. Merci, M. Landry, pour ce mot de la fin. M. Doré, Denis, comment on le voit, l'avenir? Ben moi, je suis positif de nature. C'est sûr, je le vois positivement, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on va le juger par rapport à ce qu'on va décider de faire avec le moment. Je vois qu'il y a vraiment un moment exceptionnel, une opportunité. On parle de révolution, habituellement, c'est supposé donner des moments, des windows of opportunity, comme on dit en bon français. Mais je ne sens pas qu'on est en train de le saisir pour vrai, là, sérieusement. Moi, ma perception, c'est OK, on la regarde aller, on patch avec certains trucs, on est en train de réagir. J'aimerais vraiment qu'on soit en proaction, qu'on saisisse ça pour que ça nous mobilise vers quelque chose de très grand, nouveau. Quand j'avais commencé justement mes études en développement durable à l'époque, c'était comme si c'était une bataille. C'était comme les Verts contre l'économie, puis j'haïssais ça pour mourir. C'était comme si on avait à se battre pour le bon sens. Le gros bon sens, c'était de faire une économie durable à long terme pour le bénéfice de tout le monde. C'était juste ça. Puis aujourd'hui, c'est drôle parce que c'est rendu bien trendy, bien populaire, puis le développement durable est rendu comme un acquis. Bien, voyons comment on peut faire du développement différemment. Tu sais, c'est rendu ça. Puis ça, c'était juste en 2005, lorsque j'étais à faire ces études-là. Donc, moi, je trouve ça vraiment génial. Je me dis, en ce moment, il y a ce moment qui arrive là où on pourrait à la fois se dire qu'on pourrait être les meilleurs dans quelque chose, le prendre à bras le corps, faire un projet économique vraiment porteur, puis en plus, socialement, ça soit aligné avec des valeurs fortes, collectives. Puis c'était pas le cas, je suis pas certain, dans le temps, quand on se garochait dans le pétrole ou autre. Là, on a la possibilité de se lancer dans du solaire. On a la possibilité d'être là pour avoir un mot à dire au niveau éthique quand l'intelligence artificielle va prendre sa place, parce que c'est pas juste une notion de faire des algorithmes, c'est une notion de qu'est-ce qu'on va en faire. Et même affaire pour tout ce qui est, bon, globalement, l'environnement, mais aussi le divertissement. On parle de culture. La meilleure façon de rayonner, d'avoir une culture qui est forte, c'est d'être présent, d'être là sur la scène à l'international, puis d'avoir un mot à me dire qui est économique en bout de ligne. Moi, je vois ça comme super stimulant. Puis en plus, c'est une gang de jeunes qui pensent de même depuis que Steve Jobs puis le Silicon Valley ont dit qu'on allait changer le monde avec les entreprises. C'est comme un slogan en ce moment. Fait que tu t'en sers. Ça ne veut pas dire que tout le monde comprend ce que ça signifie, mais il y a un beau momentum pour rassembler les gens autour de ça. Donc, plutôt optimiste si on bouge puis qu'on s'en sert pour vrai.
Voilà. C'est extrêmement mobilisant. Puis bravo pour vos contributions de bâtisseurs à tous les deux, à différents moments et encore aujourd'hui, M. Landry. Puis Denis, je sais que vous vous rendez à Paris bientôt pour un marché où tous les producteurs télé vont être. Donc, vous êtes dedans, là. Vous êtes dans... C'est à Cannes, là, Oh, c'est c'est à plate, Cannes. là, mais Oh! Dommage. oui. Ben, Vous merci. allez être là la semaine prochaine? Oui. Allez-vous être Vous là inviter aussi? aux deux magots, peut-être? Ah, ben mon Dieu. C'est le fun. Je suis partant. Les rendez-vous se planifient. On vous applaudit. Merci beaucoup. Je vais me lever, si vous me permettez, simplement pour voir les gens qui auraient le goût de prendre la parole. Merci pour votre compréhension dans le contexte technique qui était peut-être pas le plus facile. Est-ce qu'il y a des gens d'entre vous qui avaient le goût de poser une question à l'un ou l'autre de nos invités d'honneur? Oui. Bonjour. Ma question est plus peut-être particulièrement pour M. Doré. Vous avez beaucoup parlé de propriété intellectuelle. Juste un petit instant, M. Bélanger. Merci. Merci. Vous avez beaucoup parlé, vous êtes revenu à plusieurs reprises dans la discussion sur la notion de propriété intellectuelle et la nécessité de peut-être revoir un peu les choses et d'essayer de produire davantage de propriété intellectuelle. Maintenant, le Québec est un petit marché. On peut produire de la propriété intellectuelle, mais dans une limite. Nos voisins, ce sont les Américains, qui sont de gros producteurs de propriété intellectuelle, mais qui aussi cherchent à défendre fermement leurs droits de propriété intellectuelle et leurs brevets, etc. De votre point de vue, à vous, du point de vue de votre entreprise, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que d'abord, vous vous considérez davantage comme un acheteur de propriété intellectuelle plutôt qu'un producteur de propriété intellectuelle? Et au-delà de la propriété intellectuelle que vous produisez et dont vous vous servez, est-ce que vous voyez le développement de votre entreprise et des autres entreprises similaires comme étant éventuellement en mesure de bénéficier de la propriété intellectuelle que vous produisez, au-delà des usages que vous en faites vous-même? Merci. Oui. Oui, non, c'est sûr que c'est une clé. Le jour 1 où on a lancé la compagnie Squeeze, on a commencé par faire du service pour travailler à bâtir l'équipe, bâtir la technologie. Aussi parce qu'on travaille avec des clients à 80% en exportation à l'international. Ça va de Mattel à Microsoft à Disney. C'est des clients extraordinaires avec lesquels on veut continuer à avoir des liens. Mais le jour 1, c'était on va créer des productions d'ici qu'on va posséder, qu'on va exploiter sur le long terme, dont les bénéfices vont être réinjectés dans notre créativité puis aussi dans la communauté. C'est le plan et c'est le plan pour un paquet d'entreprises d'essaimage, des spin-offs, en fait, de notre domaine. Les gens sont mûrs pour ça, puis on se dit, le service ou le travail dans des grandes compagnies, c'est extraordinaire, c'était une école formidable qui n'aurait jamais permis, en fait, sans ça, on n'aurait pas eu la capacité puis l'intelligence d'affaires pour être capable de se lancer aujourd'hui à faire ces compagnies-là. Maintenant, moi, je vois les États-Unis comme c'est un marché majeur pour nous, c'est sûr, mais il y a le monde au complet. Là. Justement, la semaine prochaine, c'est exactement ce qu'on s'en va faire. On est à Cannes, au MIP, le marché international de la télé, du cinéma. On a une première propriété qui s'appelle Craqué. On a déteint tous les droits à l'international et on le fait ici au Canada. Puis là, elle est dans 208 territoires. On continue à vendre. Puis maintenant, on travaille sur la suite de cette propriété-là. Puis on a 3 nouvelles propriétés en développement qui vont avoir le même chemin. Quand on vend, on dit vendre, c'est vendre le format en télé, mais on a un jeu vidéo mobile qui va avec ça. On a une application mobile animée de BD sur app, puis on travaille sur des projets de produits dérivés. C'est vraiment des modèles à la Disney, ces modèles de gestion de marque qui, on le sait, sont créateurs de richesse tellement long terme. Les marques, c'est tellement fort, c'est une exploitation qu'on peut faire sur la durée. Moi, je suis super positif. On voyait Denis Villeneuve il y a 2 semaines, puis même encore aujourd'hui, recevoir tellement d'éloges sur le produit, si on veut, oui, qui est fait en grande partie avec l'argent américain, on s'entend, c'est un produit américain, mais globalement, le savoir-faire pour rivaliser, pour créer des propriétés qui se démarquent partout dans le monde, on n'a absolument rien à envier à qui que ce soit, puis on est très capable de le faire. Maintenant, ce que je pense qui est le gros défi, c'est quand je parlais tantôt des outils, ce qu'il faut ajuster, c'est qu'un crédit d'impôt pour démarrer une entreprise, c'est extraordinaire, ça a permis l'écosystème d'arriver, etc. Investir dans une propriété pour avoir de l'argent lié à cet investissement-là, c'est un peu comme la pharmaceutique. Là. C'est du long terme, il faut investir avec des outils différents. On ne se rendra pas. On va mourir avant si on n'a pas un petit peu plus d'aide.
spécifiquement pour les propriétés d'ici, en surplus d'une manière ou d'une autre. Ça peut être de l'investissement avec un retour, il n'y a pas de trouble avec ça, mais c'est ce qu'on a besoin de soutenir parce qu'on a besoin de créer, de tracer des chemins qui sont peu tracés à partir du Québec en ce moment, notamment en divertissement comme nous. Il n'y a pas tant que ça d'exemples de création d'ici, ça commence à peine qu'on veut internationaliser, commercialiser. Fait que sur la commercialisation, le développement de la business intelligence, si on veut, et le savoir-faire autour de ça, il y a beaucoup d'investissements à faire, puis c'est là qu'on aurait besoin le plus d'être accompagné pour créer de la valeur à long terme. Merci. Je vois que le temps file. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une autre question? Sinon, bien, écoutez, je vais vous inviter à terminer le dessert. On pourrait échanger de façon plus informelle. Merci encore à tous les deux pour avoir été avec nous ce midi.